Dis papa, ils font quoi les sportifs quand ils sont pas sur le terrain ? Eh ben croyez-moi, quand votre fils vous pose cette question, ça fait réfléchir. Surtout quand on sait que pas mal d'entre eux jonglent avec un ou plusieurs jobs pour pouvoir joindre les deux bouts. Et j'ai réalisé que beaucoup d'entre nous se posent la même question. C'est pour ça qu'il y a quelques années, j'ai décidé de lancer le podcast Dans les vestiaires pour plonger dans cette double vie. Parce que derrière chaque athlète, il y a une histoire et parfois un autre métier. À peu près au même moment, j'ai rejoint ePlayer, un cabinet de recrutement spécialisé dans les recherches critiques. Alors moi, je suis recruteur tech et avec mon associé, on aide les entreprises à trouver les perles rares, mais on accompagne aussi les entités qui veulent définir ou redéfinir une politique de recrutement. Et je peux vous dire que des sportifs de haut niveau, croisés au gré de nos chasses de candidats, on en a vu un sacré paquet. Et oui, parce que, encore une fois, vivre de son sport n'est pas si facile quand on n'est pas installé au plus haut des podiums depuis des années. Et encore, comme une marque bien installée, il faut y rester et se réinventer sans cesse. Du coup, à travers les histoires inspirantes de mes invités, je vous propose de découvrir comment on peut répondre à nos enfants qui se demandent encore ce que font toute la journée ces sportifs de haut niveau. Parce que oui, entre sport et entrepreneuriat, il y a beaucoup de points communs. Et avec les JO de Paris qui approchent, c'était le moment de redonner vie à ce podcast. Alors restez après l'épisode, je vous donne tous les détails sur notre invité et je vous invite à aller voir la page sur le site vestiaire.org pour pouvoir le soutenir dans ses projets. Allez, c'est parti pour un nouvel épisode. Salut les sportifs, c'est Armano et je suis très heureux de vous recevoir pour un nouvel épisode du podcast Dans les vestiaires. Aujourd'hui, on va recevoir un athlète et ses 2 saisons de sport d'hiver. Mais il ne fait pas que ça dans la vie. Il arpente le manteau blanc, le manteau neigeux, mais il porte aussi la blouse blanche. On va revenir sur tout ça avec notre invité du jour. Je veux parler de David Tourangeau. Salut David. Salut. Bon, t'as vu, j'essaie de faire quelques blagues, j'essaie de mettre bien mes invités. Ça te va comme petite anecdote ? Je me sens très bien. Bon, nickel. Écoute, ce que je te propose, parce que je pense que tu le feras bien mieux que moi, ça va être de te présenter. Et juste avant, je voudrais quand même revenir rapidement sur ton palmarès. Cette année, en U23, enfin la dernière saison qui vient de s'écouler, tu es donc 2e de la Coupe de France de sprint. À Pyrénées 2000, tu es 3e de la Coupe de France de sprint à Méribel, tu es 6e des championnats de France relais mixte, tu prends une 10e place en Coupe de France sprint à l'Alpe d'Huez et au championnat de France sprint de Flaine. Tout ça l'année dernière, tout ça en combinant avec des études. On passe sur tes autres résultats, mais je te laisserai nous en dire un petit peu plus. Et la première question que j'ai à te poser, mon cher David, elle est très simple. Dis-nous tout, qui est David Tourangeau ? Tout ça va être compliqué, mais David Tourangeau pour moi pour l'instant en ce moment c'est un athlète de ski alpinisme en sprint et en relais mixte. Donc c'est mes spécificités, c'est mes spécialités pour l'année. C'est ce pourquoi je m'entraîne avec mon coach Lucas Marie. Et c'est aussi un passionné et un mec très curieux de sport. Je pense que toute ma vie est globalement axée autour de ce domaine-là, même si j'ai déjà touché à tout plein d'autres choses, de la musique, des échecs, la lecture, enfin beaucoup de choses. Mais le sport, c'est quand même vraiment ce qui me remplit le plus. Et je suis aussi étudiant en médecine en 3e année, avec des aménagements d'études en fait pour pouvoir avoir une carrière sportive à côté. Et ça a vraiment pris de l'ampleur à partir de début juin, quand j'ai commencé à me dire qu'il fallait que j'ai plus les cours à côté et pas de contraintes de stage ou quoi pour réussir dans mon sport. Et donc depuis cette année, je suis sportif à plein temps. Et l'année dernière, j'étais sportif à mi-temps. Et l'année d'avant encore, j'étais pas considéré comme sportif par mon parcours, enfin par mes études en tout cas. Donc du coup, petit à petit, je laisse une place un peu plus grandissante au sport dans ma vie. Et mes études viennent un peu plus en plan secondaire, quoi. Et voilà à peu près pour ce qui est d'actualité. Ouais, une vie bien chargée, je l'imagine. C'est marrant, hein, c'est souvent un point commun des sportives et sportifs de haut niveau que je reçois. Et j'ai l'impression que vous êtes toutes et tous un petit peu hyperactifs, non ? Ouais, je pense que j'ai jamais vu autant de personnes incluses dans le spectre autistique que dans le milieu du sport. Enfin, tu vois, à mes yeux,
de bébés médecins, entre guillemets, et de mecs super intéressés par le domaine de la psychiatrie, tu vois. C'est l'endroit où j'ai vu le plus de mecs comme moi, sachant que moi, bah, par mes différents psychiatres que j'ai eus au cours de ma vie, bah, j'ai bien vu qu'il y avait plein de choses obsessionnelles et un peu caractérisées autistiques de ce truc-là. Et il y a beaucoup d'hyperactifs aussi. Et c'est super intéressant du coup d'évoluer avec des gens qui vivent le tout à 100%, tu vois, et qui des fois perdent un peu contact avec le monde, entre guillemets, normal, des gens qui font pas un truc à fond, qui font au contraire plein de choses différentes et qui s'amusent bien à faire ça, tu vois. Donc ouais, je pense qu'on est vraiment tous hyper actifs, mais ça m'a porté un peu préjudice il y a 2 ans. Je trouvais que j'étais épuisé après la saison. J'ai eu une infection au pied à cause d'une ampoule, etc. Enfin, je sentais que j'étais mentalement et physiquement épuisé et je me suis dit là, il faut que je puisse avoir plus de récupération, moins de pression de cours et tout. Et j'ai commencé à en parler autour de moi et à l'administration, quoi. J'aimerais que tu nous expliques un petit peu ce que ça veut dire qu'être sportif de haut niveau en étant étudiant en médecine. J'ai eu à ce micro des étudiants en école d'ingénieur, des étudiants en école de commerce, des étudiants en université. Ça veut dire souvent un cursus aménagé avec des horaires aménagés, mais ça veut dire aussi des durées d'études un peu plus longues. Est-ce que c'est pareil quand toi, tu es sportif de niveau en médecine? Déjà, tu t'engages pour au minimum 8 à 10 ans d'études post-bac. Est-ce que là, tu rallonges encore un peu ou au contraire, tu vas essayer d'avoir cette capacité à tout gérer en même temps, mais avec certains aménagements, comme par exemple, tu l'as dit tout à l'heure, au niveau des stages? Du coup, c'est intéressant que tu me poses cette question parce que tu vois, médecine, c'est vraiment pas un endroit où, enfin, en tout cas, j'ai l'impression en France, où il y a un truc à l'échelle nationale, tu vois, pour les sportifs de haut niveau. C'est au contraire plus un peu du à la carte parce qu'il y en a pas beaucoup en fait. Vu que bah déjà, si tu veux être bon et avoir plus de 10, comprendre les cours, etc., faut taffer même après la PACES, hein. Ça, c'est bien ce qu'il faut retenir, c'est que ce sera 10 ans comme ça de au moins 6 heures par jour impliquées, tu vois, où tu fais de l'apprentissage, des phases dures d'apprentissage, etc. Enfin, c'est pas le cas pour tout le monde, mais c'est globalement à peu près la moyenne. Et donc, il n'y a pas spécialement de choses mises en place pour des cursus alternatifs. Et donc, quand il y a des sportifs de haut niveau, en tout cas à la fac de Grenoble, qui demandent à médecine des aménagements, souvent c'est plutôt par rapport aux besoins du sportif. Et moi, c'est ça que j'ai essayé de leur expliquer, c'était d'essayer de définir mes besoins. Et en fait, en les définissant, j'ai compris que bah, en fait, je pouvais pas mener ces deux choses-là côte à côte parce que médecine, si t'es pas à 100%, c'est pas impossible, mais enfin, moi je le vis comme dommage. Tu vois, tout à l'heure on parlait de faire les choses à 100%, bah là typiquement c'est ça. Moi, si je fais pas médecine à 100%, derrière j'aurais pas toutes les connaissances que je voudrais, j'aurais pas les apprentissages que je voudrais, et en fait finalement c'est limite risqué pour les patients, quoi. Donc je me dis autant faire les choses bien, donc faire ma carrière sportive, revenir après près des stages en externat et plus avoir de contraintes de compétition à côté, ni d'entraînement ou quoi, mais ou en tout cas qu'elle soit plus légère. Donc pour moi, je le vois plus là, petit à petit, finir le premier cycle de médecine, qui est un cycle théorique, donc de la première à la troisième année. Et après, pour l'externat et l'internat, qui sont des trucs très pratiques, où il faut être présent à l'hôpital, etc., les faire à fond, et donc les faire à 100%, sans aménagement. Donc moi, je le vois plutôt comme ça, vraiment enfin, là, en deuxième année, j'étais pas aménagé. En troisième année, j'ai été aménagé. Là, je suis sur la fin de cet aménagement. Mon objectif, c'est peut-être, si ça marche bien le sport, que j'ai encore beaucoup d'envie, etc., de mettre de côté mes études pour pouvoir recommencer plus tard l'externat. C'est quelque chose qui n'est pas concrètement faisable encore là. Enfin, j'en ai pas, tu vois, tous les détails, mais c'est en tout cas l'envie principale, c'est de faire les choses à fond, quoi. Et pour ça, je pense qu'il faut décaler mes études à plus tard. Ok, donc finalement, tu vas pas aménager ton temps d'études, mais tu vas le reporter. Donc ce dont tu vas pouvoir bénéficier dans cet aménagement en tant que sportif de haut niveau et étudiant, ça va être de mettre en pause l'année 4, 5, 6, etc., le temps que ta carrière de sportif de haut niveau puisse évoluer. Et quand tu auras décidé soit de diminuer un petit peu ton niveau d'entraînement ou que tu auras l'impression d'avoir atteint un palier au niveau de ta carrière de sportif de haut niveau, reprendre tes études de médecine pour la partie beaucoup plus pratique cette fois-ci avec les stages, l'externat, l'internat et autres. C'est ça ? Voilà. Ça, c'est ce que j'aimerais faire. Après, je sais pas si... Enfin, tu vois, en discutant avec l'administration, il y a plein de détails qui sont un peu compliqués, tu vois, parce que quand t'es pas inscrit à la fac, on te garde pas une place dans la promo, donc
c'est des choses qu'il faut prendre en compte, quoi. Si j'arrête mes études, c'est quand même un vrai pas, et pour l'administration et pour moi. Donc, ça se réfléchit. Là, tu vois, je sais que j'ai pas de cours ni de stage jusqu'en avril. En avril, j'ai 6 semaines de stage qui clôturent mon premier cycle de médecine. Et à ce moment-là, je me poserai ces questions-là, tu vois. Mais pour l'instant, j'ai plus des idées, des envies, que des trucs réellement concrets, que tu vois, je pourrais te dire, l'administration est d'accord avec ça. Là, tu vois, limite, je flippe parce que je me dis, mais là, si l'administration, elle entend ce genre de truc, elle va péter un câble, quoi. Mais non, mais là. Donc à réfléchir plus tard, mais globalement, l'idée, c'est ça. C'est faire les choses à fond surtout, et pour pas avoir de regrets, quoi. Ok, bon, si tu veux, je ferai un montage, donc je peux couper finalement cette partie ou la mettre plus light, hein, comme comme tu l'entends. Il n'y a pas de souci, mais comme ça, tout le monde sait mes idées. J'ai bien compris que vivre à fond, pour toi, c'est l'objectif, mais pas vivre à fond n'importe comment, te mettre à fond, à 100% dans ce que tu fais, que ce soit sur la médecine, quand c'est le temps de faire les études, ou sur le sport, quand c'est le temps de pratiquer et de performer. Et justement, en termes de performance, eh ben, toi, tu as quelques belles marques, et pas que dans ton sport d'ailleurs. On n'a pas dit quel était ton sport. Ce que je te propose, encore une fois, je te tends le micro. Est-ce que tu peux nous en dire déjà un petit peu plus, parce que j'ai dit que tu arpentais le manteau blanc, le manteau neigeux, tout en portant la blouse blanche. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Tu es skieur de fond, biathlète. Qu'est-ce que tu pratiques comme sport? Alors, moi, je pratique le ski alpinisme, qui est un sport encore pas très connu, qui est un peu un sport de niche, qui va être prochainement au JO en 2026. Et donc le ski alpinisme, en fait, c'est, pour ceux qui connaissent pas, c'est du ski de montagne où l'on monte avec la force physique dans la neige et dans la poudreuse, etc., en hors-piste, avec ce qu'on appelle des pots de phoque, donc des sortes de pots anti-recul sous les skis, que l'on enlève une fois qu'on est en haut, arrivé là au point où on veut aller, pour pouvoir descendre ensuite. Donc c'est une sorte de mixte entre une sorte de ski de fond classique à la montée, avec une chaussure qui a du débattement et une fixation qui nous tient au ski, mais que sur l'avant de la chaussure, donc qui nous permet d'avoir un pas plutôt léger et comme si c'était de la marche, mais attaché à un ski, c'est marrant. Et à la descente, ça ressemble strictement au ski alpin, parce que du coup, une des parties de la fixation peut se mettre, peut pivoter en fait, et devenir du coup... et accueillir la chaussure et permettre de descendre des choses en hors-piste ou sur piste. Et donc du coup, il y a 2 phases, il y a vraiment la montée et la descente. Et au sein de mon sport, du coup, qui peut être pratiqué à la base quand même plus pour la découverte de super paysages, vraiment être en montagne, être à l'extérieur, etc. C'est quelque chose qui est vraiment beaucoup fait par les trailers l'hiver, le ski alpi, donc le ski alpinisme. Et qui est aussi appelé ski de randonnée pour les amateurs en fait qui en font pas en compétition ou qui veulent juste se balader. Et donc dans le ski alpi, il y a 4 épreuves en compétition qui comportent différentes spécificités en fait en fonction de ce qu'on recherche aussi. C'est-à-dire qu'il y a des épreuves plus d'endurance longue avec plusieurs montées, plusieurs descentes, tout ça balisé. Donc c'est pas toi qui fais ta trace, la trace est déjà tracée par des bénévoles et les zones de manipulation, par exemple, pour enlever les pots de phoque, ou on peut aussi mettre les skis sur le sac lors de portage. Et ben, tout ça, c'est réglementé. Et donc, ça, en fait, enlève un petit peu la partie sauvage du ski alpinisme, mais c'est aussi l'objectif d'une compétition, c'est de pouvoir avoir des choses qui se mesurent, etc. Donc, il y a des épreuves d'endurance là-dedans, donc de la longue distance, qui s'appellent des épreuves individuelles. On l'appelle juste comme ça. Il y a des épreuves de longue distance par équipe, qui peuvent aussi être sur plusieurs jours, comme la Pyramenta. Je pense que c'est la course la plus connue de l'ensemble du circuit de ski alpinisme. Et il y a des épreuves plus courtes de sprint et de relais, qui, elles, sont plus sur du 3 minutes pour le sprint et 10 minutes pour le relais, qui comportent pour le sprint une montée avec une descente, et pour le relais 2 montées et 2 descentes. Et qui, bien sûr, on peut faire en boucle à 2. Et voilà, donc c'est à peu près ça. Et il y en a aussi une qui est strictement que de la montée, qui s'appelle la Vertical Race, et qui est donc juste une mass start du début à la fin de la montée. Tout le monde, donc c'est le premier arrivé, quoi. Il n'y a plus de question de technicité, descente ou quoi, c'est vraiment juste la caisse pure. Et voilà, c'est à peu près 5 épreuves là, je pense que j'en ai pas oublié.
Et voilà, c'est comme ça que ça structure. Ok, ouais, c'est super intéressant. C'est marrant comment dire, cette dichotomie qu'il peut y avoir entre le court et le long, donc le sprint et l'endurance. Ça me fait un peu penser aussi bien au trail, mais aussi parfois au triathlon, où finalement le triathlon c'est un sport qui évolue avec plusieurs disciplines à l'intérieur. Ça reste du triathlon, mais tu as du triathlon en sprint, tu as du courte distance, du distance olympique, et puis après tu peux monter jusque longue distance, Ironman. Maintenant tu as même des championnats de DK Ironman, de multiples d'Ironman. Quand tu dis que les courses d'endurance, qu'elles soient en individuel ou en relais, peuvent durer même plusieurs jours, la Pyramenta est un bon exemple. C'est vrai que il y a une certaine dichotomie là-dedans. Comment est-ce que toi tu te spécialises et comment tu te prépares finalement pour aborder ces différentes épreuves? Alors, je vais répondre à ta question et j'apporte une petite précision juste avant. C'est que la Pyramenta, c'est une course sur 4 jours, mais qui est par étapes. Donc, c'est pas comme un ultra très très long. C'est tous les jours environ 2500 de dénivelé positif et 30 km de ski. Et donc, avec des parcours différents. Et un classement tous les jours, donc c'est des choses par étape. Donc je sais pas si t'avais compris ça comme ça, mais voilà, je voulais juste le dire. Et moi, j'aborde du coup toutes ces différences, je les aborde un peu avec un œil aussi assez sportif. C'est que je suis en train de voir aussi, comme tout le monde, que c'est des efforts qui sont tellement différents que c'est pas le même gars ni le même morphotype qui va gagner une épreuve longue. D'une épreuve de vertical race, tu vois, où ça va durer 30 minutes, ça va être explosif, mais c'est très très, c'est comme un gros seuil, ou d'une épreuve de sprint où là, bah, c'est carrément lactique sur 3 minutes, ou d'une épreuve de relais où c'est extrêmement technique parce qu'il va y avoir au total 6 ou 7 fois des manipulations, que ça soit de ski sur le sac, de ski au pied, de mise et de démise et de dévissage de peau sous les skis. Et donc, il y a beaucoup de zones de manip et tout ça. Et donc, ça, c'est un truc qui est très technique. Donc, moi, je l'aborde plus avec l'idée que là, c'est un peu le tournant de notre sport parce qu'il va être au JO, il va être spécifié. Il faut prendre le train de la discipline un peu dans laquelle tu veux aller. Tu peux pas... Enfin, si tu veux gagner, tu peux pas tout faire, je pense. Même s'il y en a encore qui arrivent, et chez les filles et chez les mecs, hein. Mais pour les humains normaux, je pense que... Enfin, en tout cas, moi, je me considère pas capable et j'ai pas non plus l'envie, tu vois, de gagner une individuelle de 1h30, 2h30 et d'être capable aussi de gagner le sprint le lendemain. Je préfère être focus sur un truc et pour l'instant, c'est le sprint. Mais je juge pas ceux qui font les trois, hein, c'est génial. Mais je pense que c'est un peu la dimension de ce sport en ce moment. Tu vois, par exemple, en ski de fond, on voit des types de sprinteurs, des mecs qui font du long. À part que les bœufs qui gagnent dans les deux domaines, tu vois, j'en connais pas beaucoup qui font les deux. Et là, j'ai l'impression que ça va être un peu ça. Donc, dans ma prépa, c'est un peu comprendre que toutes mes séances doivent m'apporter quelque chose dans ma discipline et que je fais jamais quelque chose juste du volume pour faire du volume comme ça. J'adore mon sport et je prends énormément de plaisir à être juste en montagne, etc. Mais dans l'optique d'être performant et d'être à plein temps dedans, bah, je fais vraiment tout pour que tout ait du sens, tu vois. Donc dans ma planification avec Lucas, mon coach, c'est un peu l'objectif. C'est qu'à chaque fois que je sorte, je sache pourquoi. Ça rejoint ce que tu disais tout à l'heure, hein, aussi sur les études et le sport. Tu veux vivre à 100% ce dans quoi tu te mets à ce moment-là. Là, tu nous dis que tu te spécialises sur le sprint. On sait déjà quelle sera la distance, la discipline au JO, donc 2000 ans en 2026. Mine de rien, bah, c'est dans 2 ans et demi. Ce sera du sprint, ce sera du relais, ce sera un peu des deux, ce sera une nouvelle sorte de discipline. Alors, les premières annonces, je crois que c'était sprint et relais. Et il y a un nombre d'athlètes défini par chacune des nations. Après, je suis pas à la fédération, donc je sais pas exactement les lois de ces JO-là. Mais on sait déjà que c'est sprint et relais et qu'il y aura pas beaucoup d'athlètes par nation. Chose qui est un peu compliquée parce que, bah, par exemple, les Suisses gagnent les sprints et ils ont plusieurs athlètes qui potentiellement peuvent gagner un sprint, mais pourtant il n'y en aura peut-être que un ou deux représentés sur la course là-bas. Pareil en France, tu vois, on a des filles qui sont très bonnes sur du long. Est-ce qu'elles, enfin, tu vois, elles vont pas pouvoir s'exprimer là-bas sur du long. Enfin, bref. Donc je pense que ça va être décisif d'avoir des types d'athlètes qui sont prêts à faire les deux
mais va pas y en avoir beaucoup de prix, quoi, ça c'est clair. Et en plus, là, cette année, ils ont mis en place un truc, je crois, à l'équipe de France, qui est le groupe JO, en gros, je crois. Enfin, je sais pas si ça s'appelle comme ça ou pas, mais c'est du coup pas des mecs qui sont destinés, et des filles qui sont destinées à faire du long. C'est plus, vraiment, l'objectif, c'est de former des personnes qui seront capables de gagner en 2026. Et est-ce que toi, ça fait partie de tes objectifs? Est-ce que ça pourrait être une raison pour toi justement de mettre en pause un petit peu la suite de tes études de médecine pour pouvoir performer au plus haut niveau en ski alpinisme et donc glaner une place pour les prochains JO d'hiver à Milan? Ah ouais, ouais, ça c'est mon rêve, ouais, carrément. Bah, moi, j'aimerais trop vivre ça. C'est vraiment un truc qui me trotte en tête, je pense, comme beaucoup d'autres athlètes en ce moment à Tignes. Mais c'est clair que c'est ça la démarche, c'est me laisser du temps. Pour moi, enfin, j'ai aussi un préparateur mental, Vincent Bourri, et on met pas mal de choses en place pour essayer de comprendre un peu qui je suis, là où je veux aller, et comment est-ce que j'ai envie d'y aller aussi, parce que c'est ça qui est important. Pour moi, c'est vraiment la manière de faire les choses. Tout à l'heure, je disais faire les choses à fond, mais faire les choses à fond, ça veut pas dire les faire d'une manière qui ne nous correspond pas ou appliquer une recette qu'on n'aime pas. Ça, c'est quelque chose que j'ai vécu en médecine, suivre des conseils et tomber un peu des nues quand ça marche pas ou quand ça s'applique pas à notre méthodologie. Et là, c'est essayer de comprendre sa propre démarche. Et dans tout ça, il y a un peu une sorte de courbe du temps avec bien sûr les JO dedans, les championnats du monde, des courses internationales. Et je pense que je suis pas encore au niveau où je me dis c'est un objectif concret à atteindre. Pour l'instant, je suis plutôt sur des objectifs à court terme, c'est-à-dire monter en compétition internationale, être régulier en Coupe du Monde, ensuite viser des championnats du monde ou même plus, du coup les JO. Mais c'est clair que c'est dans ma tête. Ouais. Tu pourras peut-être te réconcilier en te disant que le trail devrait peut-être aussi être au JO, mais cette fois-ci ce sera sur les Jeux d'été. Ça pourrait être aussi une option pour toi? Je pense que là, sans te mentir, non. Je pense que j'adore le trail et tout, mais j'y ai jamais pensé comme ça, tu vois. Genre, je me suis jamais dit, vas-y, je vais courir des courses internationales en course à pied et essayer d'être favori ou quoi. Genre, c'est pas un truc, en tout cas pour l'instant, qui m'a été accessible mentalement, tu vois. Pour l'instant, je suis plus dans la phase où je progresse en trail. Je vois que je peux être plus fort que ce que je suis aujourd'hui parce que je suis pas encore trop spécifique. Mais tu vois, tout cet été, je l'ai préparé à faire les sprints cet hiver. Donc, mon entraînement était axé sur le trail. C'est là pour faire un peu la cerise sur le gâteau de ma préparation. Et c'est pour me donner un peu la friandise qui me fait avancer durant les mois de juillet et août. Et c'est super cool de pouvoir faire une double saison, mais tu vois, c'est incomparable quasiment l'hiver et l'été pour moi. Cet été, j'ai dû faire 4 courses de trail, de différentes à peu près formats. Et alors que l'hiver, j'en fais plutôt un peu plus de 10, voire 15 courses. Donc pour l'instant, c'est pas encore un truc auquel je pense. Non, le trail en JO, non, quand même pas. Ouais, et puis comme tu le disais, hein, tout le monde ne peut pas exceller dans toutes les disciplines. Je crois qu'il y en a qu'un seul qu'on connaît, en tout cas chez les hommes pour l'instant, et peut-être qu'il est sur la fin de sa carrière. C'est notre ami Kylian Jornet qui a commencé par le ski alpinisme, qui a fait un peu de trail, et puis un jour il s'est découvert comme étant un extraterrestre du trail. Exact. Puis maintenant, à chaque fois qu'il s'aligne quelque part, en général, il gagne. Mais voilà, tout le monde n'est pas forcément Kylian Jornet. Il a, je pense, des capacités hors normes et ça m'amène justement à ta formation de médecin en herbe, de bébé médecin, oui, pour te citer, comme tu disais tout à l'heure. Est-ce que ce début de formation t'a permis de comprendre un petit peu mieux comment fonctionnait le corps humain, comment toi tu fonctionnais, et est-ce que ça te permet justement de passer certains piliers? Est-ce que ça t'aide dans ta pratique, que ce soit dans le trail, mais surtout dans le ski alpinisme? Carrément, c'est super intéressant que tu t'amènes ça, parce que c'est un truc que peu de gens font, c'est-à-dire faire le pont entre ce que j'ai vécu mentalement ou ce que j'ai pu apprendre et ce que je vis au quotidien. C'est bizarre, hein, mais il y a plein de gens qui font pas du tout le lien, et alors que moi je le fais tous les jours, quoi. C'est un peu plus dans ce que je te racontais tout à l'heure, c'est-à-dire dans le fait que en médecine j'ai fait beaucoup d'erreurs en médecine, parce qu'il y a un concours pour rentrer en médecine, en fait, pour les gens qui savent pas, il y a un concours d'admission, donc où il y a à peu près entre 1000 et 2000 inscrits dans chaque fac en France, et à peu près 200 places par fac en France. Enfin, c'est grosso modo, c'est à peu près ça. Et à Grenoble, il y a à peu près, c'est ça, 1500 inscrits et 200 places.
Et du coup, bah, c'est la guerre, quoi. C'est la compétition, mais c'est la compétition sur des examens, une régularité d'apprentissage et tout ce qui va autour. Donc, moi, je l'ai vécu un peu comme une guerre parce que j'ai l'esprit de compétition. Il y en a beaucoup pour qui c'est leur premier vrai événement un peu compétitif, tu vois. Parce qu'ils n'ont pas vécu ça au lycée ou quoi, alors que bah, moi, j'avais fait un sport-études, donc j'ai appliqué un peu tout ce que je connaissais de mon sport-études à médecine et ça n'a pas spécialement marché tout de suite parce que ce qui marchait c'était la rigueur, c'était cool d'avoir un programme etc d'apprentissage mais j'avais aucune notion de ce que j'étais en train de faire, j'arrivais pas à apprendre et j'étais pas cultivé tu vois dans le fait d'apprendre. Aujourd'hui tu me demanderais de faire une prog en sport, j'aurais quand même des grosses bases pour expliquer à quelqu'un comment il faut qu'il fasse pour construire un projet solide. Quand je suis arrivé en médecine, je savais vraiment pas faire. Et du coup, ça a été un an j'ai essayé d'apprendre à me connaître dans ce domaine-là qui est l'apprentissage. Et j'ai raté médecine la première année. Et donc j'ai doublé. Et la deuxième année, ça a été vraiment un plaisir de... Tu vois, je me suis cultivé sur comment est-ce qu'il fallait apprendre, sur le sommeil, la récupération, sur les rappels d'apprentissage, sur beaucoup de choses qui étaient en lien avec le concours, tu vois. Et en fait, en faisant ça, ça m'a appris à me dire, mais la meilleure méthode, c'est celle qui vient de l'acteur du projet, en fait. C'est pas celle que le prof va dire ou celle que t'as entendue parce que le gars, il a réussi médecine ou quoi. En fait, la méthode qui marche pour toi, c'est la tienne. C'est pas une recette que t'appliques. Et ça, en sport, c'est le meilleur conseil que j'ai pu me donner, tu vois. C'est c'est s'écouter, tu vois, c'est des choses comme ça, c'est apprendre à se connaître, pas avoir peur de faire des choses un peu inconnues, comprendre que l'erreur c'est un apprentissage et que ça va te permettre d'avancer mieux après, c'est quand même hyper important en sport, quoi. Et ça, c'est des trucs, tu vois, que j'avais pas trop compris en sport-études quand j'étais au lycée, mais que j'ai commencé à vraiment comprendre dans ma deuxième PACES quand j'arrivais à allier la santé mentale, l'apprentissage, une vie sociale au sein d'un concours, tu vois. Je me suis dit, mais là, il y a un équilibre qui se crée, il est là uniquement parce que je m'écoute et ça, faut pas que je le perde. Et du coup, à partir de ce moment où je me suis dit, bah, faut pas que je le perde, bah, du coup, je l'ai appliqué partout. Et quand j'ai commencé à reprendre le sport après le concours, enfin, à reprendre le sport de manière structurée, parce que j'ai jamais trop arrêté, hein. Je courais 1 heure par jour et tout ça. Puis même la deuxième année, je faisais même du ski l'hiver. Enfin, mais genre, quand j'ai commencé à reprendre le sport de manière structurée, c'était l'un de mes principes de base. C'était faire les choses comme je pensais les faire, tu vois. Et pas apprendre bêtement ou suivre une recette. Donc, je pense que ouais, le parallèle que je fais le plus, c'est sur ce que j'ai pu apprendre mentalement sur moi. Et bien sûr, il y a toutes les connaissances en anatomie, en aussi c'est la compréhension des maladies, tu vois aussi, genre comprendre que le corps humain, c'est un équilibre, c'est pas un état fixe, que c'est bah t'es tout le temps en train de lutter contre des virus et des bactéries, ce qui fait que t'es malade, c'est quand t'arrives plus à tout gérer dans ton corps et que comprendre aussi que le mental est super impliqué sur ton physique. Ça, c'est pas spécialement des choses qui sont dans les cours, mais globalement, oui, c'est clair que je fais tout le temps des parallèles entre ce que j'ai appris, ma formation et ce que je vis dans le sport, c'est clair. Écoute, c'est super inspirant ce que tu nous rapportes. Et puis, j'imagine en plus que pour ton entraîneur, pour ton prep mental, j'imagine qu'il y a d'autres personnes aussi qui font partie de ta team et on pourra en parler. Ça doit être un vrai plaisir de parler avec quelqu'un qui comprend aussi les tenants et les aboutissants, cette histoire d'équilibre dans le corps et puis aussi l'anatomie. Enfin, je veux dire, moi, j'ai eu beau courir beaucoup pendant longtemps, jusqu'à ce que je sois blessé au psoas, j'avais absolument aucune idée de où était le psoas. Toi, quand tu as une douleur, quand il y a quelque chose que tu sens qui ne tourne pas rond, qui est mal huilé, une douleur qui apparaît, tu vas savoir expliquer ça à ton équipe, à ceux qui t'entourent, à ton médecin, ton kiné ou autre. Et ça doit être aussi un plus, un avantage compétitif pour toi. Bah ouais, je dirais que je sais pas si c'est compétitif, mais c'est un truc qui est super plaisant à vivre parce que du coup, ça met un peu, tu sais, des fois, t'as des relations où c'est trop déséquilibré entre les connaissances de l'un et les connaissances de l'autre, tu vois. Et typiquement, c'est quand t'as quelqu'un qui est pas soignant ou quoi, qui va chez le médecin. Des fois, il y a un écart énorme entre ce que le médecin dit et ce que le gars comprend, tu vois. Et genre là, bah, dans la relation entraîneur-entraîné, que ça soit avec Vincent en prep mentale ou avec Lucas en prep physique et juste dans la planification et la prep technique, bah, c'est super intéressant parce que du coup...
Même des fois, bah, ça peut mettre un peu la pression en face, tu vois. Mais je vois qu'on peut avoir des niveaux de discussion qui sont super poussés et moi, ça me rassure, tu vois. Genre, ça me permet, c'est aussi un peu pour ça que les études de médecine, ça me plaisait, mais ça me permet de comprendre dans l'entièreté, tu vois, dans toute la démarche, le corps humain, ma prépa, pourquoi tel effort, la différence entre anaérobie, alactique, anaérobie lactique, aérobie, etc. C'est des choses qui me passionnent pas non plus au max, tu vois, mais qui sont là, qui sont intéressantes pour moi et que je pourrais expliquer, même si avant, je pense que je l'expliquais mieux que ça quand j'étais en PACES parce que j'avais tous les schémas dans ma tête. Mais maintenant, c'est quand même quelque chose, des notions que j'ai en tête et dont je me sers. Et surtout, ce que ça apporte le plus pour moi, c'est que c'est de la curiosité aussi. Et ce que me rapportent Vincent et Lucas, c'est que bah, je mets beaucoup d'implication justement, que ce soit dans mes retours par rapport à ce qu'on fait. Et je mets beaucoup aussi d'implication parce que je peux mettre des mots dessus, tu vois. Et ça, c'est un truc que je néglige pas, tu vois, dans ma pratique. C'est clair que tout ce vocabulaire et toute cette compréhension, elle m'aide à être compétitif envers moi-même et à avoir un bon dialogue avec eux, quoi. Je te propose qu'on revienne un petit peu sur une image un peu plus globale, sur la big picture, et savoir un petit peu ce que ça représente, le sport pour toi. Quand est-ce que tu as commencé à comprendre ce que c'était que le sport? Quand est-ce que tu as commencé à pratiquer? Est-ce que tu as été initié par les proches, la famille, les amis, à l'école? Tu nous as dit que tu avais fait sport-études au lycée, donc tu étais déjà sportif avant. Enfin, explique-nous un petit peu ce que ça représente pour toi, le mot sport. Wow. Pour moi, le mot sport, c'est d'abord. Pour moi, le mot sport, c'est d'abord. Enfin, souvent je dis ça, mais c'est la beauté, tu vois. Parce que quand j'étais petit, j'adorais le sport parce que je trouvais que. Enfin, je ressentais quand je faisais un mouvement au foot ou quand je faisais une passe ou qu'il y avait des déplacements. Et je sais pas, c'était comme si. Genre, je ressentais intérieurement que ce qu'on faisait ou en termes d'équipe ou que ce que j'arrivais à produire individuellement sur une passe, un tir ou une tête, j'en sais rien, c'était quelque chose qui me plaisait et qui était fait dans la perfection quand j'y arrivais, tu vois. Mais du coup, je travaillais pour arriver à la perfection. Et donc, pour moi, le sport, c'était l'atteinte, tu vois, d'une image et d'un objectif. Et que ça soit une passe ou un travail d'équipe, une victoire ou quoi. Et moi, donc, comment j'ai commencé le sport, du coup, c'est un peu là où je voulais en venir, c'est bah, via le foot. J'ai fait énormément de foot quand j'étais petit et j'avais une cage chez moi et je pense sincèrement que je faisais autant d'heures qu'aujourd'hui de foot que je fais de ski. Enfin, je sais pas combien d'heures je passais d'heures par jour à tirer dans la cage en bois, tu vois, mais surtout je faisais pas des tirs comme ça, genre j'avais vraiment des idées de ce que je voulais faire et j'étais tout le temps en train de penser à ce que je voulais produire, tu vois, dans l'équipe ou quand je m'entraînais tout seul. Et donc ça, j'étais petit, entre 6 et 11 ans. Et en parallèle de ça, c'était marrant, ça faisait un peu, tu vois, un duo de sport. J'avais le foot d'un côté que je pratiquais absolument tout le temps parce qu'on habitait à Lyon, et enfin à côté de Lyon, à Méribel. Et c'était du coup dans un sport, dans un club à un sud foot là. Et donc il y avait beaucoup, beaucoup d'enfants, il y avait beaucoup de compétitivité aussi, alors qu'on était jeunes. Et on se déplaçait souvent. Et en parallèle, pendant les vacances d'hiver, j'avais la chance d'aller bah, dans les sports de montagne parce que mon père adorait la montagne et faisait du ski de rando. Et en montagne, j'adorais la glisse en ski alpin. Et ça rejoignait un peu, tu vois, les belles frappes ou les super mouvements en foot ou les dribbles, etc. C'est-à-dire atteindre un état de flow ultime où tu réalises exactement le mouvement que tu veux et la direction que tu veux. Et sentir la glisse, c'était vraiment quelque chose que j'ai eu tout petit. J'ai été très tôt sur des skis en ski alpin. Et donc, du coup, quand j'étais petit, ma formation sportive, entre guillemets, jusqu'à mes 11 ans, c'était ça. C'était environ 6 à 8 semaines de ski par an, je pense, en ESF. Donc, j'ai très vite obtenu le niveau de compétition, là. Mais j'étais pas compétitif en club, j'étais juste dans les trucs de compétition en ESF. Et j'étais le plus petit à chaque fois, pendant 3 ans de suite, je pense. Et à côté, je faisais le foot quand je revenais à Lyon. Et c'était comme ça que je voyais le sport. Donc pour moi, le sport, c'est vraiment le partage, tu vois, dans une équipe. Mais c'est aussi l'atteinte du flow, quoi. Du flow, c'est-à-dire
bah, la vie, ça a aucun sens. Mais des fois, quand tu produis un mouvement comme tu le souhaites ou que tu arrives à voir de la beauté dans ce que tu produis, là, ça prend sens, tu vois. Et voilà. Donc moi, je pense que c'était plutôt ça. Wow, j'adore cette définition du flow et surtout le flow, c'est quelque chose que j'aborde beaucoup plus sur mon autre podcast qui s'appelle Devenir triathlète, que j'ai pas encore abordé sur le podcast dans les vestiaires, mais ça me fait plaisir que t'en parles, tu vois, parce que je trouve que c'est le genre de sensation qui est un peu indescriptible. On est sur un état de conscience modifié, on n'est pas vraiment sur de l'hypnose, mais on est dans un état où on se sent tellement bien, on se sent tellement porté. C'est juste exceptionnel. Bah, bref. Ouais. Puis c'est rare en fait. C'est ça qui est aussi dingue, c'est que moi, tu vois, il y a plein de gens en sport dont je me sens pas proche, mentalement ou socialement, etc. Mais on peut en parler de ça, tu vois. On peut en parler de la compétition, de la sensation, de ce qui a fait que t'as pris telle ou telle décision pendant la course, etc. Et en fait, tu parles juste d'un moment que t'as vécu à 100%. Et j'avais vu une stat, c'est que dans une journée, t'as 45 minutes environ où t'es réellement dans le moment présent, tu vois. Et avec le sport, ça tend à augmenter, tu vois. Et bon, après, il y a aussi d'autres choses, hein. Il y a la méditation, il y a plein de choses. Mais moi, c'était le sport parce que j'étais actif. Enfin, j'arrivais pas à être passif, en tout cas. Et donc, ouais, jusqu'à 11 ans, c'était comme ça que je vivais un peu le kiff, quoi. Tu vois, sur les 45 minutes, cet été, j'ai traversé la France en courant. Et pendant 29 jours, donc sur 29 jours, j'ai couru pendant 26 jours. On a pris 3 jours de pause. Wow. Et pendant 26 jours, j'ai eu l'impression d'être pendant 26 jours dans une sensation de flow. Du matin, quand je mettais les baskets et que je partais pour courir, jusqu'au soir, quand j'arrêtais l'étape du jour, j'ai eu l'impression d'être totalement ailleurs, dans un autre monde, dans un autre état. Et par contre, le problème, c'est la redescente. Dès que tu as atteint ton objectif, donc moi je suis parti de Dunkerque, je suis arrivé à Menton, et 2 jours après, là tu prends la redescente et alors je sais pas ce que ça fait quand tu prends un shoot de drogue ou autre, mais j'imagine que ça doit faire le même genre d'effet. T'es vraiment ailleurs, t'es dans un autre monde, ton esprit est parti et puis à un moment tu prends la réalité, la vraie vie, le vrai monde en face et là tu redescends et là ça fait mal par contre. Ouais, je suis assez d'accord. Et je pense que je l'ai déjà vécu, cette redescente, mais j'ai jamais vécu, je pense, un truc, tu sais, consciemment sur 26 jours comme toi. Mais ça a dû être incroyable comme moment. C'était juste exceptionnel. Et puis, j'ai eu la chance de partager certains moments avec des proches, avec la famille. On en parlait tout à l'heure en off. Je te conseillais d'aller écouter le podcast Let's Trade Podcast de Nicolas Guilleneuf. Toute la communauté qui gravit autour de ce podcast était juste exceptionnelle. Il y a des gens qui m'ont retrouvé sur le parcours. Il y a des gens qui ont partagé des moments, qui ont partagé des étapes avec moi. Enfin bref, c'était juste exceptionnel. On n'est pas là pour parler de moi. D'ailleurs, si vous voulez écouter un petit peu mon compte rendu, je vous invite à aller faire un tour sur d'autres podcasts et notamment le podcast Devenir triathlète où mon compère m'a tendu le micro cette fois-ci. Je voudrais qu'on revienne à toi. Donc tu nous dis que ton éducation sportive s'est faite finalement jusqu'à 10-11 ans par le foot et puis après tu as switché vers l'alpinisme, enfin vers le ski alpin, mais véritablement ce passage au ski alpinisme, au ski de randonnée poussé à son paroxysme de la compétition, quand est-ce que tu l'as véritablement découvert? Quand est-ce que tu as opéré ce switch et tu t'es dit ok, le foot, je le laisse pour l'instant de côté, je veux vivre à 100% ce moment de ski alpinisme? Je dirais que ça s'est fait... c'est marrant parce que tu as dit c'est comme si j'avais un peu lâché le foot pour le ski alpinisme, mais en fait c'est pas passé comme ça s'est passé plus à 11 ans, on a déménagé en Savoie et donc du coup là j'ai pu faire du ski alpin à plein temps et j'étais en club et tout et du coup là c'est là où j'ai un peu opéré le transfert un peu. J'ai arrêté le foot et j'ai commencé à faire du ski alpin intensément et je suis allé jusqu'au championnat, enfin j'avais fait une préqualification de championnat de France, bref. Mais et à la fin du collège du coup j'avais entre guillemets j'en avais marre du ski alpin. J'avais un peu tout, enfin j'avais considéré que j'avais tout vu ce que je voulais. Pareil en foot, j'avais pas de motivation particulière à essayer d'y revenir ou quoi. Et on allait tous l'année d'après être au lycée. Donc du coup, je me suis dit mais moi je suis fan je commençais à être fan de Kylian Jornet et d'Anton Krupika et je matais tellement de Kylian Quest sur YouTube, enfin des vidéos en 240p de Salomon de l'époque là en 2013 en gros. Et je kiffais tellement ce qu'il faisait que je me suis dit mais ça serait génial d'avoir un sport études et tout.
Et sauf que comme j'avais pas donc je connaissais le ski de rando via mon père, j'en faisais un petit peu depuis 2 ans, mais j'avais jamais fait trop de compètes. Et j'en avais fait une compète un peu de campagne, enfin un relais nocturne, là c'était super bien. Mais c'était pas un truc d'un circuit national ou quoi, c'était vraiment une compète comme ça. Et c'est là que je me suis dit, bah écoute, limite, tu pourrais essayer de faire un dossier pour un sport-études là-dessus, quoi. Et donc, en même temps, à côté, j'avais envie de faire médecine. Donc, je me suis dit, bah faudrait que je leur propose de me laisser faire un bac S, d'intégrer la classe sport-études, et sans avoir de backup j'ai déjà fait des compétitions dedans, de leur dire, vous me laissez 3 ans pour faire de la montagne, faire du ski en compétition, et acquérir un niveau pour faire médecin secouriste en montagne, tu vois. Et en fait, ça, j'ai monté ce projet un peu avec mes parents parce que je leur ai fait part de mes difficultés, tu vois. C'est-à-dire, bah, les difficultés bah, j'ai pas déjà fait beaucoup de compétitions en ski de rando. Et donc, quand je suis arrivé en seconde, je me suis retrouvé avec des athlètes de haut niveau dans leur sport, en ski de fond, il y avait quoi d'autre? Il y avait en athlétisme aussi. Il y avait aussi des danseurs et des musiciens. On était une classe de 30 et en fait, moi, je commençais mon parcours en ski de rando. Donc, je pense que c'est là que ça a vraiment opéré le switch où je me suis dit, OK, en fait, c'est ça que je veux faire. Je voyais des mecs et des meufs super impliqués dans ce qu'ils faisaient, passionnés de ouf. Moi, je commençais à l'être dans un truc et j'ai foncé dedans, quoi. Et c'était un peu comme ça que ça s'est fait. Et après, il y a eu médecine, c'était un peu une autre histoire. Après le lycée, et après, il y a eu un deuxième switch un peu quand là, j'ai commencé à me dire, bah là, j'ai envie de faire du sprint et du relais et c'est ça que je veux faire. Et je vais me laisser du temps pour le faire, etc. Tu vois. Oh, c'est dingue cette détermination et ce courage, ce culot que tu as eu aussi de contacter l'administration du lycée et de leur proposer ce projet. C'est impressionnant. C'est super inspirant, je trouve. C'était bizarre à mettre en place parce que du coup, quand je suis arrivé dans la classe et que j'avais été pris, bah, j'étais surpris. Mais surtout, j'étais avec des mecs et des meufs qui étaient monstrueux. Et moi, je m'en suis pas trop rendu compte sur le coup, mais c'était grave, tu sais, le truc de l'imposteur, un peu mais attends, mais là, vous avez un bus qui vient vous récupérer à la sortie du lycée. Moi, j'ai pas encore d'entraîneur, tu vois. Je commençais à comprendre ce que c'était que les sports d'endurance et tout. Enfin, c'était vraiment le début pour moi du délire, quoi. Je savais descendre, je savais ce que c'était que la montagne. J'en avais fait beaucoup avec mon père, que ce soit en ski de rando ou en alpinisme, ou avec le CAF jeune. J'étais dans un groupe jeune CAF au collège, pardon. Et ça m'avait appris à apprendre la montagne, etc. Mais je savais pas ce que c'était que le sport structuré, tu vois. Et en fait, quand je l'ai vu, je me suis dit, c'est génial, je veux faire ça, quoi. Eh ben écoute, j'espère que tu inspireras les jeunes auditrices et les jeunes auditeurs qui écouteront ça, ou même leurs parents qui ont des enfants qui se posent la question. Faites-leur écouter cet épisode, s'il vous plaît. Écoutez-le, réécoutez-le, refaites-le, écoutez plusieurs fois à vos enfants, à vos cousins, à vos nièces, aux petits-enfants aussi, n'hésitez pas. Et puis, j'imagine que tu es accessible, David, on peut te contacter via les différents réseaux sociaux. Donc, s'il y a des gens qui ont des questions, que ce soit pour eux ou pour leurs enfants, qu'ils n'hésitent pas soit à nous contacter et nous, on fera passer, soit à te contacter directement. Ben, merci, n'hésitez pas. Écoute, on a défini avec toi ce que c'était que pour toi le sport. Je voudrais qu'on passe sur l'autre versant du sport, le sport de haut niveau. Si je ne m'abuse, pendant la saison 2018-2019, tu as été listé sur les listes ministérielles des sportifs de haut niveau, donc tu as eu ce statut de sportif de haut niveau, tu ne l'as plus maintenant. Déjà, pour toi, qu'est-ce que c'est que le sport de haut niveau versus le sport pour les amateurs au sens noble du terme, j'entends? C'est compliqué. Je pense que j'adore cette question parce que je me la pose souvent, tu vois. En mode, tu vois, des fois, il faut se présenter et je suis en mode, je suis sportif de haut niveau en ski alpinisme. Et aujourd'hui, j'arrive à le dire parce que je suis à plein temps dedans. La plupart de mes activités, c'est tourné autour du projet que j'ai monté. Donc, c'est-à-dire la recherche de partenariats, l'explication de mon sport, l'explication de mes ambitions, l'explication de mon projet, de mes objectifs, etc. Et donc, tu vois, dire sportif de haut niveau, ça me choque pas parce que c'est vrai, entre guillemets, tu vois. Genre, dans le haut niveau, parce que c'est plus qu'un passe-temps, c'est ma vie. Et en fait, j'avais eu une discussion avec un ami qui m'avait pas mal éclairé sur ce sujet. Et mon ami, c'est Manolin Voluet. Et en fait, il avait fait du ski de fond à très haut niveau après le lycée. Et on discutait de, mais à quel moment, en fait, tu passes du sport à sport de haut niveau? Et on s'était dit que c'était quand, en fait, à la base, enfin, je t'explique la démarche. En fait, on s'est dit, les gens, ils vont dans un sport à la base, quand t'es enfant ou même juste dans la vie, parce qu'il y a un truc de kiff. Donc, en gros, c'est comme si t'étais dans une atmosphère et que t'allais dans un cadre, c'est-à-dire le cadre de ton sport,
pour y jouer quelque chose. Donc tu vois, c'est pour ça qu'on dit des joueurs de foot, des joueurs de choses, etc. Ou même des compétiteurs dans un truc, mais tu dis pas cet humain, il a été fait pour faire du foot, tu vois. Genre, c'est un choix que tu fais à la base. Et à la base, tu fais un choix d'aller dans le sport, dans ce cadre-là, tu vois. Et en fait, je pense que le sport devient un sport de haut niveau quand ce cadre dans lequel tu allais à la base, eh ben, il te sert de support. C'est-à-dire que c'est plus un truc vers lequel tu vas, c'est un truc qui te nourrit, tu vois. C'est plus je vais à l'entraînement voir les copains et en fait, ça m'amène à faire une carrière de football. C'est je fais du foot parce qu'il faut que je gagne de l'argent, il faut que mes sponsors continuent de me sponsoriser, il faut que... Et en fait, tu vois que la démarche, elle est inverse, j'ai l'impression. Et je pense que c'est ça, le sport de haut niveau, c'est quand il y a un moment où c'est plus toi qui vas vers le sport pour le nourrir, mais c'est un peu... T'es dedans et t'es un joueur à part entière, et c'est pas que tu peux plus sortir du cadre, mais c'est que t'en dépends tellement qu'en fait tu restes dedans, tu vois. Et globalement, moi je dirais que c'est un peu... Enfin, je suis sportif de haut niveau depuis la fin de la deuxième année de médecine, je pense, parce que au lycée, j'étais pas encore dedans à 100%, tu vois, j'étais avec les cours à côté, et c'est ce que je dis à tous les gens que je croise au lycée ou qui ont encore des études à côté, c'est si vous voulez performer en sport, il faut faire que du sport. Et c'est mon point de vue. Il y a plein de gens qui disent que c'est pas vrai, et je les soutiens de ouf parce que il y a plein de gens qui font un double projet et ça marche, etc. Mais moi, quand j'ai commencé à me dire, en fait, il y a tellement de domaines vers lesquels je vais pas dans mon sport parce que j'ai pas le temps, c'est là que je me suis dit, en fait, je suis pas un sportif de haut niveau parce que les mecs que je dois battre en quart de finale de sprint, c'est pas des mecs comme moi qui font un truc à côté, c'est des gars qui sont à plein temps dedans, tu vois. Et c'est ça qui m'a fait me dire, en fait, je suis pas encore dans le haut niveau parce que moi, je traite pas tous les autres domaines de mon sport. Et typiquement, le sport était encore un cadre dans lequel j'allais, et j'allais aussi dans le cadre de mes études de médecine ou quoi, tu vois. Et petit à petit, je me suis fait happer par le cadre du sport parce que quand j'avais des ambitions dedans, je me suis dit, il faut que je les nourrisse. Et pour les nourrir, il faut que je reste dans ce cadre. Et donc, du coup, tu te retrouves en fait c'est ce que je disais tout à l'heure, à rester dans un domaine. Et pour moi, c'est ça la diff entre le sport amateur vers lequel tu vas parce que ça te fait du bien, parce que des fois tu ressens le flow, parce que tu vas voir tes copains, etc. Au sport de haut niveau où en fait tu y restes parce que c'est ce qui te nourrit, c'est ce qui te fait vivre, et c'est un peu ton choix de vie principal, tu vois. Attends, ôte-moi d'un doute. Ça ne veut pas dire que tu n'éprouves plus de plaisir. Tu es dans ce cadre, tu es un des piliers du cadre, tu vis par et grâce à ce cadre, mais tu éprouves toujours du plaisir à y être. Ah oui, bien sûr. Je pense que, en fait, c'est ça qui fait aussi, tu vois, que des fois, là, moi, je vois plein de gens qui ont continué le sport après le lycée, parce que justement, à la base, c'était un truc vers lequel ils allaient pour aller dans un cadre, etc., et qui finalement les a un peu happés. La plupart du discours que t'entends des gens qui ont pété un câble par rapport au sport, alors qu'ils en faisaient à très haut niveau, c'est je veux voir autre chose, tu vois. Et j'ai tout vu dans ce truc-là, je veux voir autre chose, et je suis dégoûté, ou il y a telle chose qui me saoule, etc. Et tu vois qu'en fait, la notion de plaisir vers laquelle ils allaient à la base, elle a été enlevée par le fait qu'il n'y avait plus tout ce qu'il y avait à côté, ou en tout cas, ils n'en voyaient plus le sens. Et pour moi, un sportif de haut niveau qui est équilibré et qui continue de prendre du plaisir, c'est quelqu'un qui a compris cette... Enfin, c'est pas quelqu'un, mais c'est genre... c'est quelqu'un qui a compris un peu le fait que c'est un choix, qu'il existe autre chose, tu vois, mais que c'est ça que tu choisis de vivre. Et moi, je peux te dire ça parce que, c'est un peu... j'ai pas envie d'être arrogant ou quoi, mais moi, j'ai vécu autre chose que le sport de haut niveau, via médecine, via mon collège, etc., via même mon lycée. J'ai l'impression de pas avoir vécu que ça toute ma vie, tu vois. Et j'ai vu des gens à l'hôpital vivre autre chose, j'ai fait des stages où j'ai vu d'autres choses, j'ai vu de la détresse, j'ai vu plein de choses qui étaient différentes du sport de haut niveau, et j'ai pas l'impression d'avoir toujours été amené par des gens à faire ça, tu vois. Ma famille est pas une famille de sportifs de haut niveau, tu vois. C'est une famille de sportifs amateurs, et encore pas tous. Et j'ai l'impression que, si tu veux, pour moi, le sport de haut niveau, c'est un choix. Et d'ailleurs, c'est super perturbant parce que pour plein de gens, ils le comprennent pas, tu vois. Ils comprennent pas pourquoi je vais aller vers ça. Mais par contre, il pose pas la même question à celui qui a été poussé par les entraîneurs depuis qu'il est tout petit parce qu'il est bon, tu vois. Et je pense que le sport de haut niveau, c'est pas une question de résultat, c'est une question d'implication aussi, tu vois. Mais il y a tout le temps du plaisir, hein. Enfin, oui, l'objectif, j'espère bien. L'objectif, c'est qu'il y en ait un max. Exactement. Sinon, ça peut donner des situations comme avec Simone Biles, l'une des plus grandes gymnastes du monde, qui, à 19 ans, a juste pété un câble parce qu'elle ne pouvait plus. Parce que justement, elle ne prenait plus de plaisir. Mais des exemples comme ça, il y en a plein, hein.
c'est triste, mais c'est un peu la loi du sport. C'est si tu sais pas pourquoi tu es là au quotidien et que tu prends pas de plaisir à l'entraînement dans ton sport, tu vois, et que c'est difficile. Et il y a beaucoup de gens qui sont là parce qu'ils sont bons, mais ils sont pas là parce que ils adorent faire du ski, ils adorent la montagne ou quoi, ou dans d'autres sports, hein, ça peut être autre chose. Mais je pense que la dimension de sens, c'est vraiment un truc que j'ai appris en médecine. C'est ultra important pour réaliser des grandes choses. Tout part du fait que tu donnes un sens aux choses, tu vois. Il y a peu de choses qui ont du sens dans la vie, mais à partir du moment où on s'en a pour toi, il naît un truc qui est super important, c'est la motivation, tu vois. La motivation, elle vient du sens que tu donnes aux choses. Et genre, si dans le sport, il y a plus de sens, il y aura plus de motivation. Et que s'il y a plus de motivation, il y a plus d'apprentissage, il y a plus d'ancrage de technique, il y a plus rien, quoi. Et pour moi, ça part du sens. Donc, d'abord, avoir du sens dans son sport, c'est ça aussi, être sportif de haut niveau. C'est réussir à entretenir une relation au sport qui est la tienne et à te rappeler tout le temps pourquoi ça te fait plaisir d'être là, tu vois. Et quelle chance est-ce que tu te donnes quand tu fais ça, tu vois. Et c'est l'un des trucs que je travaille avec la prep mentale, avec mon préparateur mental, c'est entretenir l'envie d'être là, quoi. Et pas dans un sens malsain de se donner des raisons, mais se rappeler les raisons de pourquoi je suis là aussi, tu vois. Et ça, c'est important, je pense. Le feu sacré, c'est pareil en amour. Et pourtant, on ne se pose pas forcément les mêmes questions sur d'autres pans de la vie, notamment dans la relation amoureuse. Tu nous disais que maintenant, tu te consacres à 100% pour le sport, et c'est pour ça aussi que tu te définis comme un sportif de haut niveau, que dans ce temps que tu consacres pour le sport, il y a les entraînements, il y a évidemment la récupération, le repos, parce qu'on a souvent tendance à le laisser de côté, mais déjà ça fait partie de l'entraînement, et puis ça demande aussi beaucoup de temps, beaucoup d'implication. Et il y a aussi la recherche de partenaires, de sponsors. Du coup, et c'est un peu l'essence même de ce podcast, est-ce que tu peux briser quelques tabous avec nous raconter un petit peu comment est-ce que tu finances ta carrière, comment est-ce que tu vis de et par ton sport? Bah là, ça c'est un truc qui est particulier parce que du coup, bah en fait c'est un énorme privilège souvent le sport, je pense surtout au début quand t'as pas de sponsor ou quand t'as pas de partenaire, souvent c'est ta famille qui paye en fait. Et donc moi en ce moment, mon objectif c'est de faire en sorte que dans cette dimension de sport de haut niveau et c'est mon projet, je suis déjà quand même, je suis plus au lycée ou quoi, enfin je considère pas que mes parents doivent subvenir à mes besoins toute ma vie, tu vois. Et genre mon objectif c'est d'essayer de faire en sorte que ils aient, donc ma famille, le moins à payer possible par rapport à mon sport, sachant que le sport te permet pas tout le temps d'avoir un boulot. Donc c'est à dire que je sais que tu vois, je connais plein de meufs et de mecs qui ont un travail l'été en refuge ou quoi, mais ça empiète un peu du coup sur leur entraînement, hein, j'imagine. Mais moi c'est quelque chose que j'ai pas fait et que je compte pas faire, tu vois, parce que je trouve que c'est pas possible de faire les deux. Mais du coup dans ma recherche de partenaires, l'objectif c'est trouver des personnes et des entreprises que ça intéresserait de créer un partenariat. Et c'est vraiment différent d'un sponsoring. C'est créer une expérience humaine, c'est-à-dire rencontrer des gens que ça intéresse. Et ces personnes... attends, je vais reprendre ma phrase. En gros, ces personnes, ça les intéresse, ton image ou ce que tu peux apporter et pour leur entreprise. Et c'est un domaine que je suis en train de découvrir un peu en ce moment avec le fait que je sois à plein temps. C'est que en fait, quand tu es à plein temps dans un truc, tu es auto-entrepreneur souvent, sauf si tu es employé. Et donc, dans le sport, essayer de construire une sorte d'auto-entreprise autour de ton projet qui intéresse d'autres gens et qui peuvent profiter de ce mouvement que tu crées pour valoriser des valeurs dans leur entreprise, pour avoir une intervention dans leur entreprise à propos de la compétition, par exemple, tu vois, parce que c'est quand même quelque chose que j'ai énormément vécu, que ce soit dans mes études ou dans mon sport, ou juste tout simplement un truc sympa, humain, une sortie, tu vois, avec des chefs d'entreprise. Enfin, des fois, c'est quand même le luxe de pouvoir être avec quelqu'un dehors qui t'explique quelque chose, qui est sûrement son quotidien, mais tu vois, qui te partage, tu vois, quelque chose. Et ça, c'est important pour des gens qui sont sous pression, qui ont des employés. Donc voilà, c'est un domaine que je suis en train de découvrir un petit peu. C'est comment faire un win-win, tu vois, entre le partenaire et le sportif que je suis. Et du coup, par ce biais, essayer d'en vivre, tu vois. Donc pour l'instant, c'est pas tabou du tout. J'essaie de trouver des personnes, que ce soit des particuliers ou des entreprises, que ça intéresserait que je sois un moyen à leur projet aussi, parce que eux, ils vont obligatoirement aussi être un moyen à mon projet, mais
l'objectif c'est que ça soit pas que ça, quoi. Et que ça soit dans les deux sens, que ça soit profitable, que ça soit un bon moment, quoi. Et que ça soit un truc honnête et pas juste un truc d'image, de sport basique, tu vois. Et en ce moment, bah, du coup, là, j'ai eu un peu mon premier mécène, du coup, qui est Christophe Raja de CR Conseil. Et du coup, bah, c'est sympa parce que lui, qui a fait une reconversion, etc., et qui maintenant est courtier en prêt immobilier, il peut me parler, tu vois, justement des changements qu'il a pu opérer, de ce que c'est que l'auto-entrepreneuriat pour lui, des relations qu'il faut avoir pour créer bah, justement tout ce dont je parlais, le mouvement et les événements surtout. Et du coup, je dirais qu'en ce moment, bah, je progresse. Écoute, on sent bien toutes les valeurs et toute l'humanité qu'il y a dans ton discours. Et puis, bah, nous, au sein du podcast Dans les Vestiaires, on va essayer de t'aider aussi. Donc, chères auditrices, chers auditeurs, si vous voulez soutenir David dans son projet, et vous l'aurez compris, David veut s'inscrire aussi dans un projet humain, dans une relation win-win, et ben, vous pouvez aller faire un tour sur vestiaire.org/David. Et puis, comme ça, vous pourrez en savoir plus sur lui et éventuellement contribuer à la collecte de fonds qu'on lance pour David. Écoute, tout ça, c'est super intéressant. Tu te fixes quoi comme objectif pour la suite? On a compris, 2026, t'aimerais être au départ des Jeux Olympiques en ski alpinisme. Ces Jeux Olympiques qui auront lieu à Milan, en plus, donc pas très loin. Mais d'ici là, quels sont tes objectifs à 3 ans pour pouvoir obtenir cette qualification et prendre ce départ olympique? Ouais. Et ben pour moi, il y a trois types d'objectifs pour l'instant. C'est comme ça qu'en tout cas, je l'ai présenté à mon préparateur mental et à mon préparateur physique Lucas, parce que je les ai réunis pour leur parler de mes objectifs et je vais vous en parler comme je leur en ai parlé. C'est que il y a les objectifs à court terme, donc pour cette saison, et les objectifs à moyen terme que je peux pas encore définir, et les objectifs à long terme. Donc les objectifs à court terme, ils vont définir ceux à moyen terme, mais tous, ils s'inscrivent dans l'objectif à long terme. Et l'objectif à long terme, c'est être champion du monde de sprint. Et l'objectif à court terme, c'est réussir à essayer à être sélectionné en Coupe du Monde. Donc ça sera le 9 décembre 2023 au championnat de France de sprint. Donc il y a les sélections. Moi, je veux être là-bas, prendre un maximum de plaisir et faire le mieux possible. Et ça passe par performer. Donc c'est ce pourquoi je travaille depuis maintenant 2 ans. Donc j'ai pas trop de doute là-dessus. Le projet à court terme, c'est ça, c'est monter en Coupe du Monde, que ce soit avec l'équipe de France réserve ou avec l'équipe de France entre guillemets officielle. Et maintenant, les objectifs à moyen terme, c'est être régulier sur les Coupes du Monde. Et ça sera défini par cette sélection. Donc j'ai pas trop à me poser de questions là-dessus. Mes objectifs à moyen terme, ils peuvent être différents. Si je réussis à monter en Coupe du Monde, ce sera ça. Ce sera essayer d'être régulier et d'être présent sur les Coupes du Monde. Si je n'y arrive pas, j'ai un plan B qui me fera plaisir d'exécuter, même si ce sera quand même un plan B. C'est d'être vainqueur du classement de Coupe de France U23 que j'ai gagné il y a 2 ans. Et je me suis dit que c'était un beau projet de backup un peu, parce que c'est quelque chose qui demande d'être régulé sur la saison, donc et dans différentes disciplines, donc je ferai pas que du sprint. Mais c'est pas mon projet favori, hein. Mais mon projet favori, ce serait de performer en sprint et de pouvoir monter en Coupe du Monde. Donc voilà, ça c'est un peu les objectifs à moyen terme. Et sur le long terme, du coup, tout ça, ça rentre dans progresser pour essayer d'être champion du monde. Et surtout, m'écouter un max. Et parce que j'ai pas envie de faire du milieu où je suis, ou en tout cas où je réside, tu vois, un endroit qui m'apporte pas satisfaction. Et pour l'instant, ce qui est cool, c'est que j'arrive à trouver encore et encore un équilibre parfait et en tout cas de l'implication, de l'envie et tout. Mais je sais que je me laisse pas de porte fermée, quoi. Je suis pas comme j'étais petit, 4 heures par jour dehors à vouloir faire le mouvement parfait en foot, tu vois. Je sais que si ça va pas, je ferai autre chose et c'est pas grave. Et pour l'instant, j'essaie juste de vivre le truc à fond et de jouer le jeu. Et pour jouer le jeu, ça veut dire faire tout, être impliqué, chercher des partenaires, etc. Mais le jour où ça ira plus pour ça, je ferai un pas de côté, comme je l'ai fait avec Messine, tu vois. Mais c'est pas pour l'instant, c'est pas le projet. Et le projet est plutôt sur 4-5 ans, réussir à atteindre mon plus haut niveau, qui, je pense, peut être quand même
champion du monde de sprint. Eh ben écoute, c'est un bel objectif, on suivra ça avec attention, on te souhaite de toute façon d'y arriver et puis avec l'acharnement et la volonté que tu sembles avoir, il n'y a aucun doute qu'on te verra sur la grosse boîte et sur la plus haute marche du podium. Ah ouais. David, on a pas mal échangé, est-ce qu'il y avait des sujets que tu voulais aborder et qu'on aurait laissé de côté ? Moi, j'avais pas de sujet particulier que je voulais aborder. Je pense qu'on a discuté de trucs qui m'intéressent vraiment beaucoup, que ce soit le flow ou la manière dont je vis le sport, dont je vois, tu vois, la différence entre le sport de haut niveau et tout. Je trouve que c'est des super questions et c'était un très bon moment que j'ai passé à te répondre parce que c'était pas du tout comme d'habitude, c'était pas le même discours, donc c'était très original pour moi et j'espère avoir convaincu certains qui nous écoutent de mon projet, ou en tout cas qui vont en parler autour d'eux, parce que c'est comme ça que ça marche. Bah écoute, ça me fait super plaisir d'entendre ça. C'est un peu le but même, le sacro-saint graal recherché par les podcasteurs, en tout cas par certains podcasteurs dont je fais partie, de proposer un mode d'expression différent pour nos invités et c'est vrai que ça change un petit peu des interventions médias ou radio qu'on peut avoir par ailleurs et j'aime bien entendre que ça t'a permis de changer, d'avoir un autre regard, de t'exprimer différemment et d'aborder d'autres thèmes. Donc je te remercie pour ça. Si on souhaite te suivre, t'accompagner, t'encourager, ça se passe sur quels réseaux sociaux ? Je pense que les deux principaux pour l'instant, c'est LinkedIn pour tout ce qui est réellement des histoires comme un peu on vient de raconter, des projets où je suis plutôt moi sur les posts, j'ai plutôt tendance, des fois je dramatise un peu pour LinkedIn, mais c'est quand même souvent le fond de ma pensée. Et pour ce qui est des images et de vraiment l'attrait un peu plus impressionnant du sport, ou en tout cas que j'essaye de rendre impressionnant, ou technique, ou juste de la découverte, c'est vraiment Instagram où je poste le plus pour ça. Je mets beaucoup de vidéos pour que les gens se rendent compte de ce que c'est, parce que aussi ça me fait plaisir de partager ça, tu vois. Et je sais que c'est aussi une des manières d'attirer des partenaires qui voudraient de la visibilité, tu vois. Et ça, c'est du coup les deux réseaux principaux qui sont très différents mais que j'alimente toutes les semaines. On mettra tout ça dans les notes de l'épisode et puis encore une fois, on va suivre. On te souhaite bonne continuation, plein de hargne et de bagarres pour arriver aux objectifs que tu t'es fixés. Et puis, chères auditrices, chers auditeurs, je vous souhaite une bonne semaine. Sportez-vous bien et rendez-vous dans une semaine pour le prochain épisode. Super, énorme. Merci David, c'était cool. Merci beaucoup. Derrière chaque médaille, chaque record, chaque victoire, il y a une histoire et j'espère que vous avez apprécié celle de David Touranchot que vous venez d'entendre. Venez nous raconter tout ça sur les réseaux sociaux du podcast, tous les liens sont dans les notes de l'épisode. Et surtout, n'oubliez pas de visiter vestiaire.org/David pour en savoir encore plus sur David Touranchot et nous aider à le soutenir financièrement dans ce magnifique projet sportif. Laissez cette année en pause ses études de médecine pour représenter la France au plus haut niveau mondial de son sport, le ski alpinisme. C'est grâce à vous que David trouvera toutes les ressources pour travailler dur et atteindre ses objectifs. Si c'est la première fois que vous entendez ce podcast, vous allez peut-être découvrir un terme, la philanthropie sportive. Et est-ce que ça vous parle ? Eh bien, c'est notre mission sur le podcast Dans les Vestiaires. On vous fait découvrir les athlètes qui se battent chaque jour pour la gloire de leur nation. Mais ils ont besoin de vous. Et comme pour David, chaque soutien compte. Et on est totalement transparent. Vous versez 1 euro, on reverse 1 euro aux athlètes. David cherche toujours à financer sa saison, comme c'est le cas pour beaucoup des invités du podcast. Alors visitez notre site vestiaire.org pour les soutenir et partager cet épisode au maximum et faire découvrir les combats de ces guerriers. Rejoignez-nous dans cette magnifique aventure sportive unique. Sportez-vous bien, entraînez-vous bien, prenez soin de vous et on se retrouve dans le prochain épisode du podcast Dans les Vestiaires. Salut les sportifs! Allez, en bonus de cet épisode, je vous partage un petit retour de mon invité qui revient justement sur la réécoute de son épisode. C'est parti. Salut Hermano. Je viens de finir d'écouter le podcast. Je crois pas que j'ai de choses à modifier. Je suis super content d'avoir fait ce podcast parce que c'est vraiment
un rappel, tu vois. Genre là, typiquement, cette saison, j'ai dû faire mon plan B dont je parle dans le podcast, etc. Et tu sais, même juste au quotidien, des fois, c'est dur de se rappeler un peu sa philosophie et tout. Et genre là, je sais que, au moins, je réécoute ce podcast et je sais à peu près toutes mes valeurs et tout ce qui m'a amené ici, tu vois. Genre, c'est ce que je me suis dit, genre, au-delà de combien de personnes ça va pouvoir intéresser, parce que je me dis quand même, tu vois, c'est long en soi. Mais c'est c'est un bête de rappel pour moi et je suis trop content de l'avoir fait et qu'on ait pu prendre le temps. Enfin, je suis trop reconnaissant de pouvoir avoir ça en téléchargement dans mon téléphone, quoi. Je trouve que c'est trop un bon rappel et je suis super content que je sais que ma famille va l'écouter en entier et qu'ils puissent découvrir cette partie de moi aussi, tu vois, qui est super professionnelle. Ça me fait plaisir parce que c'était les premiers à pas trop comprendre, tu vois, pourquoi je laissais médecine un peu de côté et tout. Et là, ça me fait quelque chose. Je suis quand même super fier d'en être arrivé là et tout et de l'entendre, tu vois, c'est encore plus encore plus fort. Puis surtout que c'est ce que je dis à la fin, mais genre les questions que tu poses, elles sont dans ma philosophie sportive, tu vois. C'est absolument pas des questions de quelqu'un qui aurait pas vécu la moitié des émotions du sport, tu vois. Et donc ouais, je trouve que c'est un putain de travail et merci beaucoup. Et j'ai rien à spécialement modifier. Je pense que certaines parties peuvent intéresser plus que d'autres et tout ça, mais je laisserai les gens plus ou moins kiffer, tu vois. C'est pas trop à moi de décider, mais sinon l'entièreté du truc est super bien. Enfin, moi je trouve, j'ai bien aimé l'écouter, tu vois. Ça m'a rappelé un bon moment en tout cas. J'espère que toi aussi ça t'a rappelé un bon moment. Voilà. Bon, je te dis une bonne journée et puis profite bien de ta semaine.